Génial, merci. Très content d'être là aujourd'hui pour vous présenter la face cachée du numérique. La face cachée du numérique, c'est la promesse qui était dans le synopsis là, d'avoir un peu plus de contrôle sur la façon dont vous organisez votre travail et la façon dont vous communiquez. Fait que déjà, là, je suis en train de vous donner toutes les conclusions de la présentation que je vais vous faire aujourd'hui. Je fais un petit avertissement. Déjà, toutes les données puis les informations que je vous donne aujourd'hui viennent du contexte culturel québécois. Donc, ça se peut qu'il y ait des petites nuances à faire chez vous. Et aussi, je sais que je parle souvent rapidement et que j'ai un accent potentiellement fort et que j'utilise beaucoup d'expressions. Donc, je vous invite à lever la main si vous ne comprenez pas. Je ne vous vois pas, mais au moins, vous ne vous sentirez pas tout seul si vous voyez qu'il y a d'autres personnes qui lèvent la main. Fait que voilà, lançons-nous dans cette présentation. Euh, je commence par un petit peu de contexte. Je présente concepts théoriques. Je vais faire un peu d'autopromotion qui va être utile à la présentation. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, on rentre dans le concret. Je vous donne des outils, des façons de classifier les applications, puis on prend un petit pas de recul par rapport à tout ça à la fin. Alors voilà. Qu'est-ce que le numérique? Si on prenait, c'est quand même une grande question. Fait que si on prenait une définition qui était historique, j'ai pris une photo de train, on pourrait dire que le numérique, c'est en fait relié au chemin de fer parce que quand l'avènement du numérique est arrivé, ben, on a décidé qu'on allait passer toutes les lignes de télécommunication en dessous ou à côté des chemins de fer parce que c'était les façons les plus faciles de parcourir de grandes distances avec des infrastructures. C'est quand même pas la définition aujourd'hui qu'on va retenir du numérique, mais ça lance la discussion qu'on aurait pu avoir, mais que je vais monologuer à la place. Fait que le numérique, si je posais la question à un organisme du milieu culturel québécois en ce moment, la première réponse qui me sortirait, puis je suis prêt à parier que ce serait un peu la même chose chez vous, on me parlerait de données, de marketing en ligne, de visibilité, de découvrabilité, de métadonnées, de réseaux sociaux, de choses comme ça. Donc, on serait très axé sur les enjeux qui sont liés aux communications puis à la promotion des organismes, des organisations en lien avec le numérique. Mais ce n'est pas tout. Si on poussait un petit peu plus notre recherche, notre discussion, probablement que vous me parleriez de la façon dont vous organisez votre travail, dont vous faites des télécommunications, comme en ce moment on est en train d'avoir un échange. La façon aussi dont vous utilisez le numérique pour attirer des gens avec des installations interactives. Je pense que c'est d'ailleurs le sujet de plusieurs des conférences qui vous sont offertes dans le cadre de Museum Extended. Donc, c'est vraiment deux autres aspects, ça, la façon dont on organise, la façon dont on crée avec le numérique. Euh, Si on pousse encore un peu plus dans votre vie personnelle, vous parleriez du numérique comme la façon dont vous écoutez votre musique, comme vous regardez vos films, comment vous trouvez l'amour ou d'autres choses certaines votre maison ou à peu près tout ce qu'il y a dedans sur Amazon, etc. Et si vous étiez des experts du numérique qui travaillent depuis longtemps là-dedans et que vous êtes un peu blasé, probablement que vous me diriez que c'est un levier pour tous vos projets, que c'est un outil qui sert à rien mais qui fait tout, et que c'est un paradigme. Donc, qu'est-ce que c'est le numérique et donc quelle est sa face cachée? Qu'est-ce que c'est le virage numérique? C'est les questions que Sporobol, en fait, parce que 01, tout ceci n'est qu'un mensonge, 01 numérique n'existe pas, ce n'est qu'une image de marque de Sporobol, se posait en 2018, quand on a décidé de rencontrer 40 organismes du milieu culturel pour se dire, bon, qu'est-ce que sont vraiment les besoins? Parce qu'on entend beaucoup parler de grands graphes de données, de mutualisation de données, d'installations interactives incroyables justement dans les musées qui vont attirer, renouveler la clientèle, attirer les plus jeunes. Euh, mais à la base de tout ça, il y a aussi un côté pas mal moins sexy qui touche à des opérations qui sont beaucoup plus mondaines. Et c'est comme ça qu'on a fondé 01 et notre département de technothérapie. Fait que les gens qui travaillent en technothérapie, puis là, ça a encore du sens dans ce que je dis. J'en reviens très bientôt dans le concret. C'est des gens qui sont comme Jim. Fait que Jim ne travaille pas chez nous, mais c'est probablement un professeur d'université en chimie ou en physique qui est justement encore un peu blasé, qui a décidé de se renouveler en offrant son expertise au milieu. Ou c'est peut-être votre beau-frère aussi qui vient déboguer vos ordinateurs une fois de temps en temps quand vous l'appelez. Ça peut être aussi un bibliothécaire qui a décidé de se renouveler en se lançant dans l'informatique. Le point commun de tous ces gens-là,
Dans le virage numérique, c'est des gens qui ont une grande expérience humaine, qui ont une expérience de la vie et qui sont capables de proposer des solutions qui sont logiques plutôt que techniques. Fait que des processus humains, des façons de penser votre virage numérique plutôt que de proposer des solutions qui sont purement techniques, qui on a vu dans les textbooks qui sortent, qui nous étaient présentés à l'école. Et ça, c'est un autre aspect hyper important de la face cachée du numérique. C'est que le numérique, c'est un changement perpétuel. Si vous vous lancez dans le numérique et si vous voulez mettre à jour vos processus, c'est essentiel que vous ayez une bonne perspective sur ce que c'est la gestion du changement avec ces 3 grandes phases, puis toute la théorie qu'on peut mettre autour de ça, puis que vous ayez une approche humaine à tout ça, parce que sinon, tous les changements que vous allez entreprendre, ils vont rester dans la face cachée, très noire, très distante, et ça va être des échecs retentissants, ça, c'est garanti. Mais là, concrètement, comment est-ce qu'on peut comprendre un peu mieux les enjeux qui sont liés à l'organisation de notre travail et à travers tout l'écosystème d'applications qui peut nous être présenté par des fournisseurs de services? Dans le cadre du milieu, encore une fois, je me réfère au milieu culturel québécois, la plupart des organismes ont besoin d'à peu près 11 types d'applications. Il en existe littéralement des milliers, mais ils se classent à peu près toutes dans une de ces 11 catégories-là, ou à peu près là, pour celles qui nous intéressent. Fait que ça prend une application qui va vous permettre de gérer vos courriels, vos contacts et vos agendas, votre suite bureautique, fait que c'est probablement la suite de Google ou la suite de Microsoft que vous utilisez, puis une façon logique de gérer votre archivage. Il y a aussi des logiciels de gestion de mots de passe, parce que je le sais que vous utilisez des post-it, des documents Word ou des documents Excel que vous partagez qui sont barrés ou non avec un mot de passe qui est intelligent ou difficile à trouver ou non. Mais ce n'est quand même pas la bonne façon de gérer des mots de passe. Il existe des applications qui sont spécialisées pour ça, qui vous génèrent de nouveaux mots de passe automatiquement, comme LastPass, comme Bitwarden, comme Dashlane, qui est développé en France. Toutes des excellentes façons de mieux gérer vos mots de passe que les fichiers Excel que vous utilisez actuellement. Fait qu'un logiciel gestionnaire de mots de passe, je vous conseille de faire une recherche là-dessus. Au niveau de la téléconférence, Zoom, Teams, je ne vous ferai pas un dessin, mais je pense qu'en 2022, c'est difficile de s'en passer. Le numéro 6, un logiciel de messagerie instantanée. Chez 01, on pense que c'est essentiel de séparer la vie personnelle de la vie professionnelle et que les courriels, c'est un petit peu lourd pour demander si telle personne est arrivée au bureau ce matin. Donc, pour séparer cette vie-là, on vous propose de ne jamais utiliser Messenger pour vos communications professionnelles, mais toujours utiliser soit Teams, Slack, Discord ou un autre logiciel comme ça qui sont faits justement pour éliminer les codes sociaux qui sont quand même relativement lourds, qui sont liés à l'utilisation des courriels et vous permettre de communiquer puis de faire des demandes rapidement puis de mettre des GIFs aussi dans toutes vos communications parce qu'en 2022, qu'est-ce qu'une communication sans emoji ou sans GIF? On se le demande. Fait que voilà, le logiciel de messagerie instantanée, c'est vraiment très, très utile. Et fondamental, je pense qu'en 2022, on en a besoin. Le logiciel de gestion de projet, vous avez probablement entendu parler de Planner de Microsoft. N'utilisez jamais ça, s'il vous plaît. Sinon, il existe Asana, il existe Monday, il existe Trello, il existe Bootcamp, il en existe des centaines, encore une fois, des logiciels de gestion de projet. En essayer plusieurs, c'est vraiment une bonne idée. Faire des recherches, ça peut vraiment vous aider à mieux gérer les projets. Fait que le concept à la base des logiciels de gestion de projet, c'est de se dire, bon, j'ai un projet, je le divise en tâches, j'affecte les tâches à une personne qui est responsable de la mener à bien, puis je mets une date d'échéance. C'est toujours des variations sur ce thème-là. Fait que c'est super important dans un milieu qui a tendance à reproduire quand même plusieurs projets. Fait que vous faites des expositions, vous faites tourner des œuvres, vous invitez des gens chez vous, vous avez des projets de communication. C'est toujours sensiblement les mêmes étapes. Fait que de pouvoir avoir des modèles, des templates que vous pouvez reproduire, puis de toujours attribuer des tâches, faire un suivi, c'est vraiment une excellente façon de se sortir beaucoup de choses de la tête et de laisser ça ailleurs. Le logiciel de planification et schématisation, nous autres, comme on ne fait plus de la planification stratégique sur les 10 ans qui sont à venir, on fait souvent de la planification sur les 2-3 prochaines années. C'est souvent plus pertinent de faire des dessins que
que d'écrire des longs documents qu'il va falloir réviser puis envoyer à des conseils d'administration et tout le tralala. Faire des dessins, ça va pas mal mieux. Fait que les Google Draw, les Whimsical, les Coggle, je pourrais vous envoyer une liste une liste écrite de tous ces logiciels-là après la présentation. Mais il y a plusieurs façons, c'est ça, de schématiser l'information puis de la partager qui rend ça vraiment plus agréable et plus efficace là, à voir. En bonus aussi, ben, pour gérer vos communications, un CRM. Fait que vous avez probablement entendu parler de MailChimp, de HubSpot. Fait un endroit où vous avez la liste de tous vos contacts, où vous pouvez envoyer des infolettres, où vous pouvez faire des communications standardisées, faire le suivi de vos projets de vente aussi. Fait un funnel, fait que vous pouvez classer tous les projets que vous avez à développer. J'ai envoyé le devis a été accepté, puis le projet est parti, puis le projet est facturé ou quelque chose comme ça. Fait que le CRM, c'est vraiment très, très, très utile si vous avez des relations qui sont moindrement un peu complexes avec vos clients, des logiciels de prise de notes collaborative et aussi on a tout ce qui se rapporte à la comptabilité qui est souvent très lié à la gestion de projet. Fait que c'est bien de consulter des experts qui vont pouvoir vous proposer des logiciels de gestion de projet qui s'arriment bien au logiciel comptable. Encore une fois, je me dépêche, là, je suis vraiment désolé de la vitesse à laquelle on passe. J'essaie de vous présenter toute la face cachée, donc le côté plate du numérique, mais qui peut vraiment vous aider à gérer votre quotidien un peu mieux, assez rapidement. Donc, je continue encore, c'est ça, sur l'infrastructure numérique, sur la façon dont vous gérez vos données. Il y a une petite infographie ici que j'aime beaucoup, qui vient des années 60 au Québec, de la Révolution tranquille, où on se disait qu'on allait devenir maître chez nous au sortir de l'époque qui était nommée comme la Grande Noirceur. Fait que je ne veux pas un dessin. Probablement que vous ne voudrez pas gérer toutes vos applications. Fait que ça, c'est un des conseils. Là, si vous repartez avec une chose aujourd'hui, je vous conseille de posséder tous les accès d'administration à tous vos logiciels en tout temps, parce que ça arrive souvent qu'on va déléguer la gestion de notre suite Office, mettons, à un sous-contractant et qu'il se garde ces accès-là. Si jamais ça ne fonctionne plus avec le sous-contractant ou qu'il se fait frapper par un autobus, Dieu le garde, ou que peu importe ce qui arrive, si vous perdez vos accès à votre compte administrateur, c'est vraiment terrible. Fait que soyez maître chez vous tout le temps. Sobriété numérique, je passe par-dessus rapidement. Backup chaud et backup froid. Dans un contexte où backup chaud, je vous explique la différence avec les backups froids. C'est essentiel aussi de connaître ça. Un backup chaud, c'est des données qui sont dupliquées, mettons, dans le cloud. Fait que vous y avez en tout temps accès, c'est super utile parce que de votre ordinateur à la job, de votre ordinateur à la maison, vous avez accès à vos données en tout temps et vous pouvez toujours synchroniser vos choses. Vous savez comment ça marche un cloud, vous pouvez l'utiliser. Fait que ça, c'est un backup chaud. Le problème avec l'avantage du backup chaud, c'est qu'il est toujours connecté. Le désavantage du backup chaud, c'est qu'il est toujours connecté. Donc, si jamais il y a une attaque sur vos données, même si vous avez un backup, vous les perdez. C'est essentiel d'avoir pour les données qui sont les plus importantes des backups froids. Donc, les coupures des médias que vous aviez dans le passé auxquelles vous tenez, les lettres patentes, fait que la façon dont l'organisme a été enregistré, les rapports du conseil d'administration, des choses qui sont très importantes. On vous conseille d'avoir un backup froid, donc qui est sur un disque dur, qui est déconnecté de l'Internet, qui est peut-être même dans un sous-sol, dans une chambre protégée des radiations, je ne sais trop, qui va être lent à aller chercher, mais qui va vraiment mieux protéger vos données. Et je passe les techniques d'archivage aussi, je n'ai pas le temps, mais ce site-là ici, que je ne m'essayerai pas à nommer, qui est un dérivé de TechSoup, fait que la soupe technologique, qui est un organisme là, international qui donne accès aux non-profit, donc tous les organismes qui sont sans but lucratif, à des rabais énormes. Donc, vous pouvez avoir accès à la suite Google gratuitement à 10 utilisateurs gratuits sur la suite bureautique de Microsoft 365, à des licences de Windows à très bas prix, à des rabais sur la suite Adobe, à des rabais sur à peu près toutes les applications que je vous ai nommées aussi en amont de cette diapositive-là. Donc, ce site-là qui est pour la Suisse
excessivement important de le connaître. C'est un dérivé de TechSoup. Fait que la soupe technologique, si vous cherchez ça sur Internet, si vous ne cherchez pas soupe technologique, cherchez TechSoup, vous allez le trouver sans problème sur Internet. Voilà pour l'infrastructure numérique. Je prends une petite seconde pour regarder le temps qui nous reste. On a encore du temps en masse, ça va bien. Pour les communications numériques, on sait, encore une fois, je me rapporte au contexte culturel québécois. Chez nous, c'est souvent l'adjointe administrative ou la directrice de l'organisme qui prend 2 heures le vendredi soir, quand on a le temps, pour faire les communications, parce que sinon, elle n'a pas le temps. Fait travailler avec des agences qui vous proposent de faire des planifications stratégiques puis de vraiment détailler toutes vos communications, c'est pas pertinent, en tout cas pas dans le contexte où on le comprend. Le plus utile, c'est d'établir des personas puis de vraiment mieux connaître vos clientèles. Fait que je vous parlais de Jim tantôt qui travaille avec nous autres, qui est quelqu'un de très humain. Ben ça, c'est typiquement une persona. C'est une personne qui n'existe pas. Puis, c'est un stéréotype des personnes que 01 veut engager ou que vous voudriez, par exemple, que vous voudriez rejoindre pour telle ou telle exposition que vous êtes en train de mettre en ligne ou à travers votre infolettre. Fait que vous avez probablement des personas différentes selon les clientèles que vous avez. Fait que faire la liste des canaux de communication, fait que quels réseaux sociaux vous utilisez, l'infolettre, des affiches, des communications de vos partenaires, quels canaux de communication vous utilisez pour rejoindre quelle clientèle et donc quel persona. C'est probablement la seule analyse dans le contexte de petits organismes qui ont très peu de ressources qui vaut la peine d'être faite. Fait que je vous invite à savoir. Vous entretenez probablement beaucoup de canaux de communication. L'important, c'est d'entretenir ceux qui sont les plus importants puis de bien les entretenir. Fait que ceux qui répondent, qui rejoignent le mieux les clientèles que vous voulez viser. Fait que vraiment, l'analyse de vos personas, de vos clientèles, de vos communications, c'est probablement l'analyse la plus simpliste à faire en termes de communication stratégique, mais c'est celle qui va vraiment vous rapporter. Aussi, automatisation des rapports. Je suis prêt à parier que vous avez Google Analytics d'installer sur votre site web et je suis aussi prêt à parier que vous n'allez à peu près jamais l'avoir ou même que vous n'êtes jamais, connecté sur cette application-là qui vous donne de l'information en or sur les gens qui se connectent à votre site web, sur les liens 404, donc les pages brisées sur votre site web, sur la façon dont les gens se naviguent à travers votre site web et donc ce qu'ils recherchent vraiment. Et c'est une mine d'informations, mais vous n'allez jamais le voir parce que d'un, c'est complexe, puis de deux, c'est chronophage, ça prend beaucoup de temps. Donc, il y a des façons d'automatiser les rapports, de recevoir un rapport une fois par semaine qui vous dit, quelles pages sont brisées, qui est-ce qui est allé sur votre site web, quelles pages ont été les plus vues. Et ça, c'est vraiment de l'information qui est très utile. Donc, je vous invite au niveau de vos communications numériques, à recevoir des rapports. Fait que, recevoir de l'information, c'est beaucoup plus facile que d'aller chercher de l'information. Puis en 2022, où il y a une abondance de données, c'est vraiment essentiel d'être en mode réception plutôt que d'être en mode prospection au niveau de vos données. Puis au niveau des communications numériques, il y a quelques autres choses qui peuvent être traitées, mais c'est vraiment l'essentiel. Au niveau du numérique, automatisez autant que vous pouvez. Concentrez-vous sur les canaux de communication que vous maîtrisez vraiment, qui sont vraiment les canaux qui rejoignent le mieux vos clientèles et délaissez, s'il vous plaît, les plans stratégiques qui sont trop complexes et que vous ne mettrez pas en œuvre de toute façon. C'est vraiment, il faut simplifier et il faut aller à l'essentiel. Fait que je suis déjà rendu à ma dernière diapositive. La face cachée du numérique, c'est celle qu'on côtoie au quotidien. Fait que c'est les courriels qu'on envoie, c'est les communications externes qu'on fait, c'est la façon dont on communique avec notre équipe, dont on gère nos projets. Et ça, c'est essentiel d'avoir une bonne poigne sur la façon dont on travaille parce que même si on vous propose des projets grandioses d'installation, c'est ça, qui vont attirer des nouvelles foules. Au Québec, on parle de mutualisation de données dans le quartier des spectacles, de graphes de données qui vont compétitionner celui de Google pour permettre aux organismes locaux de choisir la culture qu'ils mettent de l'avant.
On a des projets, c'est ça, qui sont énormes, mais ce qu'on constate souvent, c'est que les organismes ont de la difficulté à même utiliser encore des pigeonniers pour s'échanger des post-it pour s'envoyer des messages, que les mots de passe sont mal gérés, qu'il y a des énormes trous dans la sécurité informatique à cause de ça, que la gestion de projet est vraiment aléatoire et que quand il y a un peu de roulement de personnel, ben, on perd toutes nos informations sur la gestion de projet. Fait que, oui, se lancer dans des projets grandioses qui vont vraiment avoir un impact majeur sur votre organisme, mais c'est essentiel aussi d'avoir une bonne connaissance de ce qui se passe au quotidien. Et c'est ça, je vous laisse sur cette image-là du Mechanical Turk, fait, du turc mécanique, qui était en fait, qui est utilisé aujourd'hui par les Amazon pour faire de la classification de données sur tout ce qui est de l'intelligence artificielle. Et dans le fond, c'est des gens qui sont pris dans des machines à faire tourner des machines qu'ils ne comprennent pas nécessairement. Fait que je vous conseille vraiment de prendre un pas de recul, de comprendre la façon dont vous travaillez, dont vous communiquez avant de vous lancer dans des projets qui sont grandioses, ou en tout cas de le faire au moins en même temps. Donc voilà, c'est ce qui conclut ma présentation. J'espère que c'est un peu rapide, mais ça vous donne un aperçu aussi des technologies qui peuvent vous aider à vous organiser et à mieux communiquer.